Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux, pour les autres, comme disent les anciens jeunes. Alors, l'olfaction est un sens sur lequel nous ne disposons que de très peu de connaissances, contrairement à la vue ou à l'ouïe, mais c'est un sens particulièrement évocateur eu égard à la fulgurance, voire à la puissance de notre mémoire des odeurs. Notre invité a donc eu l'idée de créer un modèle informatique qui reproduit la fonction de 400 types de récepteurs olfactifs. Découvrons-le ensemble. Voici Claire Demarche, on dit comme ça ou Demarque? Ah là là, je n'ai pas bien descendu, on va la refaire. Voici Claire Demarque, bien sûr. Chimiste, chercheuse CNRS Université Paris-Saclay à l'Institut de chimie des substances naturelles, lauréate du prix Irène Joliot-Curie, jeune femme scientifique 2023. Elle échange tout de suite avec Héloïse Ponce, journaliste Sciences et Tech au Point. On peut les applaudir. Merci. Bonjour Claire, bienvenue. Pour commencer, vous me le disiez quand on a échangé en amont de l'échange, je vous cite, « L'homme a fait ses premiers pas sur la Lune avant de comprendre comment il sentait son café ». Comment expliquer qu'on connaisse si peu ce sens, et comme le disait Boris justement, notamment par rapport à l'ouïe, à la vue, etc. Alors, en fait, ce sens n'est pas considéré comme nécessaire à la survie. Donc ça a été un sens qui a été considéré comme peu noble à beaucoup de périodes de l'histoire. C'est pour ça qu'il a été un petit peu oublié. Par exemple, si on sait les termes pour la perte de la vue, la perte de l'ouïe, avant le Covid, très peu de personnes connaissaient le terme pour la perte de l'olfaction, qui est l'anosmie. Depuis le Covid, il y a eu beaucoup de cas, donc les gens sont plus au courant. Mais voilà, c'est très récent en fait. Et c'est vraiment parce qu'on considère qu'on n'a pas besoin de ce sens pour survivre dans notre environnement. Super. Qu'est-ce qu'on sait du coup, alors pour faire un petit point, un petit état des lieux, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du système olfactif et comment on explique son fonctionnement? Je crois que vous avez une image parlante sur le sujet. Oui, en fait, on va partir de la molécule odorante. Donc, quand quelque chose émet une odeur, c'est qu'elle émet des molécules odorantes. Une huile essentielle, c'est des centaines de types de molécules odorantes. Une molécule odorante, c'est un petit assemblage d'atomes qui doit juste être volatile pour arriver à votre nez. Donc, cette molécule est volatile. Quand vous respirez, elle va rentrer dans votre narine et elle va arriver dans la cavité nasale, qui est une cavité que vous avez juste derrière vos yeux, ici, si je me découpais en deux. Et dans cette cavité, il y a les neurones olfactifs qui se projettent directement du cerveau. C'est les seuls neurones qui sont à l'extérieur. Et dans ces neurones, il y a les récepteurs olfactifs. Donc, les récepteurs olfactifs, ce sont les protéines qu'on utilise pour sentir. L'humain en a 400 types de récepteurs. Et c'est là où vient l'allusion au piano. C'est-à-dire qu'on peut voir ces 400 récepteurs comme les touches d'un piano et une molécule odorante comme une note sur ce piano. Donc, une molécule odorante va activer 3 touches du piano. Et c'est ça qui va faire sa note olfactive, son odeur. Une autre molécule odorante va aller activer 3 autres touches et c'est pour ça qu'elle aura une odeur différente. Et ça, c'est ce qu'on appelle le code combinatoire de la perception des odeurs. Et c'est ce qui nous permet de sentir de 10 000 à 1 milliard d'odeurs. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur combien de molécules on peut sentir. Entre 10 000 et 1 milliard, c'est énorme. Oui, de 10 000, c'est un petit peu l'expérience des gens. On ne peut pas faire sentir 1 million, 1 milliard d'odeurs à quelqu'un au cours d'une vie. Donc, c'est des modèles mathématiques qui ont prédit qu'on pourrait sentir 1 milliard de stimulus. Super. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a identifié un lien direct entre les odeurs, l'émotion que ça peut provoquer, etc. Oui, en fait, le système olfactif est très intriguant parce que là, je me suis arrêtée donc aux neurones et aux récepteurs, mais ces neurones, du coup, vont se reprojeter dans le cerveau. Ils vont traverser la boîte crânienne, l'os de la boîte crânienne. Il y a des petits trous juste pour ces neurones. Et ils vont arriver dans le bulbe olfactif, qui est une partie du cerveau dédiée à l'olfaction. C'est-à-dire qu'on a vraiment une partie de notre cerveau qui ne sert qu'à procéder les odeurs. Ensuite, le signal va dans d'autres zones pour l'émotion, etc. Mais du coup, là, on voit que l'olfaction a vraiment un accès direct à notre cerveau. Et vous le disiez aussi quand on préparait l'échange, c'est un domaine de recherche qui est très actif encore aujourd'hui parce qu'il reste des milliers de questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Quelles sont les grandes questions justement auxquelles les chercheurs dans ce secteur essayent de répondre? Alors, il y a plusieurs types de questions. Je vais en citer que quelques-unes, mais déjà ce code combinatoire, je vous l'ai raconté comme s'il était simple et il ne l'est pas.
Il y a encore beaucoup de recherches parce que si aujourd'hui vous me demandez quel est le code combinatoire de l'odeur de rose, je ne peux pas vous répondre. Les récepteurs olfactifs, c'est des protéines qui sont vraiment pas faciles à étudier en laboratoire. Donc, ça a été l'objet de nombreuses années de recherche. Et craquer ce code, c'est vraiment quelque chose qui nous aiderait, par exemple, à concevoir des odeurs. On pourrait dire, on connaît le code combinatoire de la rose, on va créer une nouvelle molécule qui va aller appuyer sur ces touches, qui sera peut-être moins chère. Pour l'industrie, ça peut les intéresser, ou peut-être qu'il ne sera pas toxique, ça, c'est aussi intéressant. Donc, connaître ce code, c'est un enjeu dans notre communauté. Le deuxième enjeu que très peu de personnes savent, c'est que les récepteurs olfactifs, certains d'entre eux, sont aussi exprimés dans d'autres parties de notre corps. C'est-à-dire qu'ils ne nous servent pas seulement à sentir les odeurs. Il y a un récepteur olfactif qui est par exemple exprimé dans les cellules du cancer de la prostate. Son activation a l'air d'être importante dans les phénomènes de métastase et de prolifération du cancer. Donc les récepteurs olfactifs qui étaient associés à ce sens pas noble, au final aujourd'hui ils commencent à faire peut-être que c'est intéressant en fait d'aller les étudier et que moi quand j'ai commencé ma recherche j'étudiais les odeurs, j'étais très claire sur le fait que j'avais pas sauvé le monde. Voilà, moi j'avais travaillé plutôt pour l'industrie de la parfumerie, de la cosmétique et de l'agroalimentaire et au final peut-être que trouver des molécules odorantes qui activent ou qui désactivent un récepteur, c'est des choses qui pourraient être des cibles thérapeutiques, des moyens de trouver des nouveaux médicaments. Donc ça, c'est un deuxième axe de recherche qui est aussi extrêmement actif. Super. Je voudrais parler de la période où vous avez fait votre thèse en chimie computationnelle. Vous avez travaillé sur un projet de nez virtuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait ce projet et dans quel but en fait, vous vous êtes lancé là-dedans, dans ce projet? En fait, il y a un autre challenge de la communauté qui est d'arriver à faire sentir une machine. Voilà, parce qu'une machine, on peut s'appuyer dessus, voilà, c'est des données claires. Donc, un moyen, c'est d'utiliser la chimie analytique, donc de regarder les molécules, d'essayer d'identifier quelles molécules il y a dans une composition, avec quelle quantité, mais ça ne dit pas si les molécules sont olfactives ou pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des molécules en très faible quantité qui vont avoir une odeur très forte, et d'autres molécules en grande quantité qui vont en avoir une odeur beaucoup plus faible. Et là, on n'a pas de solution, on doit faire appel au nez humain. Donc c'est là où l'analyse sensorielle, donc, que vous connaissez peut-être par les tests consommateurs, c'est faire mesurer une odeur par un être humain, c'est la seule solution qu'on a pour savoir si une molécule est odorante ou pas. Donc ma solution, c'est de ne prendre que nos récepteurs olfactifs et de demander à ces protéines-là si une molécule peut sentir ou pas. Voilà. Et comment ça se passait très concrètement en laboratoire Donc très concrètement, à l'époque de ma thèse, qui était déjà il y a 10 ans, on ne connaissait pas à quoi ressemblaient ces protéines vraiment au niveau atomique. C'est-à-dire l'assemblage d'atomes dans l'espace qui va créer la protéine, le récepteur, avec la cavité pour la molécule odorante, etc. Donc mon rôle, c'était d'essayer de prédire à quoi ressemblaient ces protéines et à quoi ressemblaient ces 400 protéines. Et du coup, essayer aussi de prédire leur interaction avec les molécules odorantes et essayer du coup de prédire le code combinatoire. Voilà. Et il y a eu d'autres projets avant le vôtre qui allaient déjà dans ce sens-là ou pas? Il y a eu quelques projets qui allaient dans ce sens-là, mais c'était très récent parce que comme en fait vous l'avez introduit, les récepteurs olfactifs, on les connaît depuis 1991. Les gènes des récepteurs olfactifs. Donc, c'est même pas leur séquence d'acides aminés, donc les briques qui constituent la protéine. 1991, moi, j'étais née. Je faisais mes premiers pas, je commençais à parler. C'est hier. Donc, ça explique pourquoi il y a eu aussi beaucoup de retard sur la recherche sur ces récepteurs olfactifs. Donc, il y a eu quelques études qui avaient tenté de prédire la structure des récepteurs olfactifs. Et pendant ma thèse, disons que ça a été à plus grande échelle. J'ai vraiment passé 3 années à travailler que là-dessus pour essayer d'obtenir une meilleure prédiction des structures et commencer un peu à comprendre comment elles se lient aux molécules odorantes. Et du coup, à ce moment-là, alors peut-être au terme de ces 3 ans, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même encore beaucoup d'étapes à élucider avant d'arriver au bout de ce projet fou de nez virtuel.
quelles étaient en fait concrètement ces étapes-là, et finalement pour quand pensez-vous qu'un jour on pourra vraiment avoir notre ordinateur qui sent? Alors, ça va être une réponse à tiroir. Donc, il y a, déjà, je me suis aperçue que le fait de ne pas connaître les structures de ces protéines, c'était quand même un frein. C'est que j'arrivais à deviner des choses. En fait, c'est vraiment comme une boîte noire, et puis on met un éclat de lumière sur un endroit. On fait, ah, là, on a compris dans cette localisation-là comment ça se passe. Mais c'est laborieux, en fait. Et puis, il faut le faire sur 400 protéines. Et puis, les molécules odorantes, je vous ai dit, il faut juste que ce soit un petit assemblage d'atomes volatiles. Mais il y en a des milliers et des milliers de possibilités. Donc, il faudrait que je teste des milliers de possibilités de molécules odorantes sur 400 récepteurs olfactifs. Donc, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de big data. Et à l'époque, c'était l'intelligence artificielle. On n'était pas là où on en est aujourd'hui. Donc, c'était vraiment sur obtenir la vraie structure de ces récepteurs olfactifs que je voulais orienter ma recherche. Et ça, l'ordinateur ne pouvait pas me le permettre. Et c'est pour ça que je suis passée du côté expérimental de la science, donc laboratoire, et sur l'aspect plus biologique pour manipuler l'ADN de ces récepteurs, l'intégrer dans des cellules et voir la réponse des récepteurs olfactifs en temps réel. Super. Et alors, si je vous demande votre avis sur les projets justement de machine learning comme celui de Google qui entraîne des réseaux de neurones à identifier les odeurs à partir justement des structures chimiques des molécules, etc. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ces projets-là ? C'est magique. Les progrès d'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde des odeurs, ils sont absolument incroyables. Donc, il y a effectivement ce projet de Google qui a publié donc, cette année le premier modèle de machine learning qui est capable de prédire l'odeur d'une molécule. Et là encore, c'est une boîte noire. On ne sait pas comment ce modèle fonctionne. Il y a beaucoup de questions dans notre communauté en se disant, dans cette boîte noire, il y a certainement encodé la physiologie de l'olfaction. On ne voit pas comment ce serait possible qu'un ordinateur puisse juste deviner, parce que ce que je ne vous ai pas dit sur les molécules odorantes, c'est que deux molécules odorantes aussi semblables que votre main droite et votre main gauche peuvent avoir des odeurs complètement différentes. A contrario, une toute petite molécule et une très grosse molécule qui ne lui ressemble pas du tout peuvent avoir la même odeur. Donc là, on voit bien que juste en regardant une structure de molécule, c'est très très dur de prédire quelle odeur elle aura. Et ces modèles de machine learning ont réussi à décrypter ces différences et à prédire l'odeur de ce type de cas un peu complexe. Malgré tout, ces modèles de machine learning, ils sont sur la prédiction de l'odeur d'une molécule odorante. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est déjà magnifique. Malgré tout, dans notre environnement, les odeurs, c'est des mélanges de centaines de molécules odorantes. Et comment on perçoit une mixture de centaines de molécules odorantes? Si on reprend l'illusion du piano, normalement, toutes les touches du piano devraient être activées. Ce n'est pas le cas, parce que sinon, tous les mélanges de 100 molécules sentiraient la même chose. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une molécule odorante, on va l'appeler A, peut désactiver une touche de l'odorant B. Et c'est aussi pour ça que prédire l'odeur d'une mixture est impossible, parce qu'en fait, ça crée un tout nouveau code combinatoire qui correspond à une odeur. C'est pour ça que, par exemple, dans le monde de l'aromatique alimentaire dont je viens, on peut mélanger une molécule qui sent le surimi, une molécule qui sent la vanille, une autre qui sent l'herbe coupée, une autre qui sent l'ananas, et ça fait la fraise. Voilà, donc c'est typiquement ce cas où en fait ces molécules vont interagir les unes avec les autres au niveau des récepteurs pour créer un tout nouveau code combinatoire qui sera celui de la fraise. Et ça, les modèles de machine learning, ils n'y arrivent encore pas. Pas encore. D'accord. Et alors, pour revenir à cette étape, justement, où vous avez buté sur certaines étapes pour arriver au bout de ce projet de nez virtuel, et que vous êtes donc passé en labo. Donc, vous êtes allé en postdoc à Duke, aux États-Unis. Et là-bas, je crois que vous avez votre grande fierté de jeune chercheuse avec une grande première mondiale dans votre champ de recherche. Vous avez découvert, ou en tout cas réussi à constituer la première photo de structure d'un récepteur olfactif
concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est un grand moment pour la science de l'olfaction? C'est un grand moment parce que ça fait peut-être 30 ans que beaucoup de personnes, des personnes très brillantes, essayent de le faire. Alors, je ne dis pas que j'ai été plus brillante que les autres, je pense que j'ai été là au bon moment, sur le bon projet de recherche, avec la chance d'avoir eu l'idée qui allait débloquer la situation. Donc, ça nous a permis, avec l'Université de Californie à San Francisco et l'Université de Duke et l'Institut City of Hope, d'obtenir la première structure, donc la première photo d'un récepteur olfactif humain. Son petit nom, c'est OR51E2, mais peu importe. C'est celui qui est dans les cellules du cancer de la prostate. C'est aussi celui qui nous sert à sentir le fromage. Et lié, du coup, à l'acide propanoïque, qui est une molécule qui sent le fromage, ou la vieille chaussette, selon qui on demande. Et en fait, pour moi, c'était magique parce que j'ai passé toutes mes jeunes années de recherche à essayer de prédire. Et tout d'un coup, j'ai eu la solution. J'ai rencontré ma protéine que j'étudiais depuis des années. Et alors, c'est une photo, donc elle est statique. C'est vraiment comme si on prenait juste une photo de vous. Et voilà. Donc, il y a encore plein de questions. Comment elle s'agit au niveau dynamique, comment elle bouge. Mais c'était une émotion de chercheuse vraiment incroyable. Voilà. Je pense que j'ai eu deux émotions de chercheuse comme ça. Donc vraiment quand j'ai rencontré cette protéine et sur un autre projet qui était parallèle où je travaillais sur les récepteurs olfactifs de l'homme de Denisova et l'homme de Néandertal, qui sont du coup nos cousins disparus. Et en travaillant avec une paléontologiste, j'ai ressuscité l'ADN des récepteurs olfactifs de ces deux individus homo. Et je les ai donnés à mes cellules, j'ai injecté des molécules odorantes, j'ai mis dans ma machine pour voir si les récepteurs s'activaient. Ils s'activaient. Donc, les récepteurs olfactifs de Denisova et de Néandertal s'activaient et ce n'était pas arrivé depuis 40 000 ans. Voilà. Donc, le Jurassic Park du nez de l'olfaction. Voilà, ça, c'était aussi la deuxième, l'instant un peu émotion. Vraiment de ce métier passion. Génial. Et est-ce que là, vous avez un prochain goal, un prochain rêve de chercheuse que vous aimeriez accomplir pendant votre carrière? Alors, il y a un aspect fondamental qui peut-être n'excite que moi, de vraiment comprendre comment les récepteurs olfactifs interagissent avec les molécules odorantes. On ne sait pas exactement où est-ce que les molécules odorantes vont. On ne sait pas si elles font du flipper dans la cavité ou si vraiment elles sont attachées. Donc, ça, c'est vraiment peut-être des choses qui n'intéressent que moi, mais au final, ça aura certainement des applications. Donc, continuer à étudier ces protéines au niveau atomique. Le deuxième axe de recherche dans lequel je me lance aussi, c'est de travailler avec des gens plus en sociologie et d'essayer de mieux comprendre les interactions entre humains au niveau des odeurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de phéromones humaines, ça n'existe pas. Si on vous en vend, c'est que c'est faux. Il y a une suspicion de phéromones humaines, l'androsténone, qui est en fait la phéromone sexuelle du porc. Et tout d'un coup, tout le monde s'est emballé en disant que c'était aussi celle de l'humain. Donc, peut-être qu'il y avait des parfums en phéromones avec cette molécule qui coûte 300 € le milligramme. Alors, il se trouve que non, et qu'en plus, cette molécule est rigolote parce que chez les êtres humains, on la sent de façon différente. C'est-à-dire que si je vous donnais une petite mouillette de cette molécule, il y aurait une partie d'entre vous qui me dirait « je ne sens rien, c'est un bout de papier, ça ne sent rien du tout ». Une autre partie qui dirait ça sent le musc vanillé, c'est assez agréable comme odeur. Et une autre partie qui serait répulsée et qui me dirait mais ça sent la sueur, ça sent quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 1 mois et qui a fait du sport tous les jours, c'est horrible. Et c'est la même molécule. Et comment on l'explique alors ? Alors là, on revient au piano. Donc cette molécule, elle n'active qu'une seule touche du piano. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre. Donc on a un récepteur pour sentir cette molécule. On ne sait pas pourquoi. C'était aussi là où les gens se sont dit c'est parce que c'est une phéromone. Pas du tout, encore une fois. Mais ce récepteur, on a des variants. C'est-à-dire que ma version du récepteur n'est peut-être pas exactement la même que la vôtre. Et la version du récepteur que vous avez va conditionner comment vous allez sentir cette odeur. Donc c'est dans votre génome que est encodée la perception de la phéromone sexuelle de porc. Donc c'est un petit peu bizarre. Pour finir cette histoire, c'est que cette phéromone sexuelle de porc est présente dans la viande de porc. Il est possible de ne pas la voir si le porcelet est castré.
Et c'est pour ça qu'en France, on a beaucoup de mutants, la version du récepteur qui sent l'androsténone comme étant une odeur d'urine, de transpiration. Et c'est pour ça qu'en France, on castrait les porcs avant d'en consommer la viande. En Angleterre, il y a beaucoup moins de personnes qui ont cette sensibilité, et du coup, l'Angleterre ne castrait pas les porcs avant de consommer la viande. Voilà l'Europe, qui veut faire une réglementation européenne, et donc la castration du porc physique a été interdite très récemment. Donc, moi, aujourd'hui, quand j'achète des lardons à bas prix, j'ai une grande chance de les cuire et d'avoir cette odeur d'androsténone absolument dégoûtante dans ma cuisine. Et du coup, il y a des recherches sur la castration chimique, mais là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on a réussi à lier donc, notre génome à une perception olfactive, à des politiques européennes. Donc, vous voyez, même étudier les récepteurs olfactifs, ça peut aussi avoir un impact ou au moins aider à essayer d'adapter le monde à tout le monde, en fait. Hein. Et alors, j'imagine que quand vous étiez petite, vous m'avez dit qu'en fait, depuis petite, c'est quelque chose qui vous intrigue. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, dans votre parcours personnel, vous avez décidé de vous intéresser à cette perception des odeurs? J'imagine que c'est pas la phéromone sexuelle du porc à la base. Non, pas du tout. J'ai commencé mes études, je ne dirais pas que j'étais une élève absolument brillante, mais en chimie, pour une raison que j'ignore, je comprenais tout. Pour moi, c'était logique. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment besoin de beaucoup étudier pour comprendre la chimie organique, la chimie analytique. Et puis, ça m'intéressait en fait de savoir ce qui se passait vraiment au niveau tout petit. Je trouvais ça vraiment magique de comprendre ce qui se passait dans l'infiniment petit. Donc voilà, je savais que les métiers de chimie, ça allait être ce que j'allais faire. Et là-dedans, j'avais un petit peu du mal à m'identifier à ce qu'était le métier du scientifique, le métier du chercheur. Et moi, ma famille, il n'y a personne qui est scientifique dans ma famille. Ma famille, c'est plutôt artistique. J'ai une mère qui m'a élevée, qui a fait les beaux-arts. Elle m'a tout de suite mis les mains dans la peinture dès que j'ai pu en faire quelque chose. Et travailler sur les odeurs, ça combine un petit peu ces deux aspects. C'est-à-dire qu'il y avait l'aspect aussi cuisine. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était les arômes alimentaires. Donc, qu'est-ce que ça fait si j'ajoute cette épice ? Ça change complètement. Tout d'un coup, c'est délicieux. Enfin, toutes ces choses-là m'intéressaient. Et la science des odeurs, c'était vraiment la combinaison des deux. Et c'est pour ça que je suis partie dans cette voie. Super. Et alors, avant d'être la chercheuse reconnue que vous êtes dans ce secteur aujourd'hui, au départ, ce que vous m'expliquez, vous étiez aromaticienne, vous destiniez en tout cas à être aromaticienne dans l'industrie agroalimentaire, chez Bell, je crois. En quoi devait consister ce travail et pourquoi vous avez switché, fait ce changement ? En fait, je vais juste faire une toute petite correction. C'est-à-dire que j'ai fait l'école qui s'appelle l'ISIPCA, qui est à Versailles, qui est une école de parfumeurs aromaticiens. Et j'ai eu la formation d'aromaticienne. La formation d'aromaticienne, c'est rigolo, hein, c'est un master, donc il faut avoir fait un peu de chimie avant. Et pendant cette formation, entre autres, on vous entraîne à être une sorte de nez. C'est-à-dire que j'avais des cours où je sentais des molécules, je devais les décrire, je devais en connaître la structure chimique et je devais savoir dans quoi les utiliser, dans quel type de composition les utiliser. Et mon examen, c'était quelqu'un qui me donnait une mouillette et je devais dire, alors ça, c'est cette molécule, cette structure chimique, on peut la mettre dans l'arôme de concombre, etc., à cette concentration. Donc ça, c'était ma formation. Chez Bell, par contre, je faisais de l'analyse sensorielle. Bon, là, on voit que je commence à m'intéresser un peu à comment on sent les odeurs. Donc, chez Bell, ce que j'essayais de mesurer le profil olfactif des produits de cette marque grâce au nez humain, donc grâce à un panel de personnes que j'entraînais à sentir et qui devaient me noter des descripteurs sur du fromage, hein, les fromageries Bell, ceux qui font le boursin, les apéricubes. Et vous travaillez sur le boursin et les fines herbes, c'est ça ? J'ai personnellement un master 2 en boursin et fines herbes en analyse sensorielle.
Super. Fin 2023, vous avez reçu le prix Irène Joliot-Curie, Jeune femme scientifique 2023, qui récompense les femmes chercheuses au parcours scientifique exemplaire. Déjà, félicitations pour cette belle reconnaissance. Pourquoi c'est important d'avoir ce genre de prix? C'est un bon moyen aussi, peut-être, de promouvoir la place des femmes dans la recherche et les sciences en général? Oui. En fait, je suis extrêmement fière d'avoir ce prix. Honnêtement, j'y croyais pas quand ils m'ont dit que je l'avais. J'avais candidaté, quand même. C'était pas, mais vraiment pas en pensant que je pouvais être nominée. En fait, c'est un peu un accomplissement de toutes ces années de recherche. Encore une fois, c'est un métier passion, mais bon, je voyageais et puis passer des heures au laboratoire et puis ça marche pas. Alors il faut continuer et persister et puis finalement ça marche. Et c'est un peu la concrétisation de tout ça. Le fait que ce soit le prix Irène Joliot-Curie, pour moi, c'est encore plus touchant parce que c'est un prix qui est dédié aux femmes, qui a pour but de promouvoir la place de la femme en sciences. Et dans ce qu'on appelle les STEM, donc tout ce qui est biologie, chimie, etc., il n'y a que 30% de femmes. Et c'est pas parce que les femmes sont moins capables de faire de la science. La place de la femme en sciences a évolué, donc c'est de mieux en mieux. Bon, si on continue sur cette pente, je crois qu'on atteindra l'égalité. Je serai morte, on sera tous. Ce sera dans plusieurs générations. Et pour moi, c'est important parce que pour moi, le manque de femmes en sciences, c'est vraiment une opportunité manquée. Parce que en tant que chercheur, je vous ai dit, je fais de la recherche de l'olfaction parce que la chimie, ça me plaisait. Et puis dans ma famille, il y avait l'artiste. Donc on est des individus qui font de la recherche en fonction de notre parcours. Donc, il y a plein de domaines de recherche, comme la recherche sur l'endométriose, sur les cancers du sein, etc., qui sont ralentis par le manque de femmes en sciences. Donc, le prix Irène Joliot-Curie, le but, c'est vraiment d'avoir des modèles de chercheuses plus accessibles aussi que Marie Curie et Irène Joliot-Curie, parce que c'est des génies absolus. Elles ont 3 prix Nobel à elles deux. Donc, moi, je ne m'identifiais pas à Marie Curie quand j'ai commencé mes recherches ou même mon parcours scientifique. Donc, le but, c'est d'apporter plus de personnes, de rôle modèle, de représentation, de ce que ça peut être une femme chercheuse. Super, merci beaucoup Claire Demarque. On va peut-être laisser la parole au public pour des questions. Absolument, et dans un premier temps, on va vous applaudir. Et je suis sûr que ça vous a stimulé, monsieur Serial, poseur de questions, mais ça veut dire qu'il s'intéresse. Vous sortez pas votre iPhone dans lequel vous avez noté la question? Vous la connaissez par cœur? Vous êtes taquin, c'est mignon. À mes heures perdues. Je vous remercie pour cette intervention et c'est avec une très grande émotion que je vais poser ma question pour une raison très simple. C'est qu'en 1993, mon travail de DEA portait sur ce sujet-là. Donc en 1993, on était mal barré pour trouver quelque chose. Ma question, elle est, ce travail que j'ai fait en DEA, c'était suite à un succès sur la rétine, où on avait fait, le laboratoire où j'étais avait fait une modélisation électronique de la rétine, et par les principes de l'analyse du signal, détecter qu'on avait capacité à détecter le mouvement dans la rétine. Et donc, ce qui a donné toute l'électronique de détection de mouvement très très rapide et très, très peu cher. Et l'ambition, c'était de répliquer ça sur le système olfactif, ce qui, bien sûr, en 93 n'a pas du tout marché. Et ma question, par ce moment d'émotion, je suis désolé, c'est de savoir ce que vous pourriez imaginer comme fonctionnalité première, comme ça, qu'on pourrait sortir à l'image de cette détection de mouvement. Je pensais par exemple à la détection de danger ou des choses comme ça que vous sentez abordable par l'approche scientifique que vous avez mis en œuvre. En fait, comprendre comment on sent les odeurs, ça a plein de types d'applications. Donc celle dont on a déjà parlé, c'est les nez électroniques. Donc les nez électroniques, ça peut servir à quoi? Ça peut servir à détecter les odeurs dangereuses, à détecter la présence d'humains sous des décombres, par exemple, à détecter la présence de drogue, en fait remplacer les chiens, qui comme ça ils prendraient une belle retraite et ils pourraient juste faire leur vie de chien. Et
Donc ça, c'est vraiment l'application. On y pense tout de suite. Voilà, c'est des protéines qu'on utilise pour sentir. Donc, voilà, on va les utiliser pour ça. Il y a d'autres types d'applications plus en général dans le domaine des odeurs. Donc avec ces récepteurs qui sont exprimés en dehors du corps, il semble qu'ils sont vraiment impliqués dans beaucoup de types de maladies. Donc étudier... ça a été quand même une intuition qui date d'il y a longtemps, hein, que les odeurs pouvaient soigner. Mais qui est complètement... qui ne repose sur rien de scientifique aujourd'hui. Et là, ça va certainement arriver. Donc mieux comprendre pour essayer de mettre vraiment des faits scientifiques sur ces choses qu'on sait depuis longtemps, c'est aussi un autre aspect de recherche. Le dernier que je trouve fascinant, c'est aussi qu'on émet des odeurs en fonction des maladies qu'on a. Et d'être capable de détecter ces odeurs, ça fait un diagnostic hyper rapide. Donc on pourra imaginer que peut-être en 2100, vous irez chez votre médecin. Déjà, il testera vos capacités olfactives parce que dans les cas des maladies neurodégénératives de type Parkinson, Alzheimer, le tout premier symptôme, c'est la perte de l'olfaction. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait toujours pas dans l'examen médical classique, alors que ça pourrait vraiment aider à un diagnostic plus précoce. Et ensuite, aller dans une sorte de capsule qui prendrait toutes vos odeurs. Et puis après, on dirait, attention, vous avez les marqueurs de cette maladie, on va aller faire les tests. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça les trois aspects de recherche où j'espère que voilà, en 2100, on aura fait des progrès. Il me semble, puisqu'on faisait référence aux chiens tout à l'heure, que certains chiens peuvent d'ores et déjà détecter des maladies à l'odeur. Oui, c'est exact, avec beaucoup de précision. Et même une femme, je crois, en Irlande, qui a réussi à détecter, qui a vu que son mari changeait d'odeur. Son mari a été diagnostiqué, alors c'est peut-être pas exact, hein, mais Alzheimer. Et elle a été, du coup, dans les centres de traitement. Elle s'est aperçue que toutes les personnes avaient cette odeur. Donc voilà, il y a une femme et les chiens qui sont capables de détecter les odeurs des patients. Se gardera de toute autre interprétation scientifique. Monsieur, on va vous passer un micro et madame ensuite. Bonjour. Bonjour et déjà félicitations pour votre prix qui Merci. est largement mérité pour regarder vos recherches de mon côté aussi. La question est, du coup, je suis interpellé par le fait que vous avez une formation d'aromaticienne, donc il y a aussi le parti gustatif qui est sur la chose, qui repose aussi sur des récepteurs. On a aussi un lot d'imprévus je crois qu'on ne sait pas totalement quel est le récepteur du salé, il y a encore des débats dessus, qu'est-ce qui se passe dessus. Donc à quel point vos recherches pourraient déjà éclairer sur ce point de vue-là sur des récepteurs de type gustatif, éventuellement sur la partie flaveur qui est la combinaison de ces deux parties et qui s'influencent mutuellement. Bon, vous êtes très très bien formés, alors je vais juste faire un petit point pour tous les autres. Donc on a l'olfaction, donc qui est, je vous ai dit, au niveau du nez, et il y a aussi ce qu'il appelle le goût, qui est sur la langue et qui ne représente que les saveurs, donc sucré, salé, acide, amer et umami. Donc c'est pour ça que quand vous êtes enrhumé et que vous prenez un café, c'est juste amer. C'est parce que toutes les arômes qui devraient passer dans le nez, donc par voie rétronasale qui est comme ça, vous ne les sentez plus parce que votre nez est bouché. Voilà. Et donc la question, c'est, moi je travaille sur l'olfaction et comment ça intègre le goût, donc ces 5 saveurs. Donc on sait qu'il y a des interactions, c'est-à-dire qu'il y a des molécules odorantes déjà qui activent ces récepteurs au goût, donc qui ont la capacité d'avoir une odeur et un goût. Donc ça, elles sont très intéressantes et je vous affirme qu'il y a de la recherche dessus. Et il y a aussi des molécules odorantes qui sont tellement liées à une saveur qu'en les ajoutant, on va croire que cette saveur est présente. Et c'est par exemple le cas de la vanille. La vanille est tellement associée au sucré dans nos cultures que si on rajoute de la vanille dans un aliment, on va avoir l'impression qu'il est sucré, plus sucré. Donc ça, c'est aussi très pratique pour tout ce qui est diminution du sucre dans les aliments, etc. Donc le salé, c'est... Les odeurs de poisson sont associées au sel, de fumée aussi. Elles peuvent être ajoutées pour... ajouter une composante plus salée à un aliment. Donc voilà. Mais ils sont très séparés, en même temps très imbriqués l'un dans l'autre, ces deux sens. Ils sont souvent confondus. Donc c'était intéressant d'aborder ce point. Je vous remercie. C'est pour ça aussi qu'on voit certains dans la dégustation de vin qui font la rétro-olfaction, qui essaient de faire passer le vin derrière pour bénéficier à la fois de l'odorat et du goût. Le petit, c'est pas juste pour le style, c'est aussi pour... C'est un bruit bizarre, non, c'est pas du snobisme, c'est encore meilleur. Madame, devant, on va vous donner un micro.
J'avais dit madame d'abord parce qu'il y a une certaine préséance, mais vous savez quoi, on aura le temps quand même, et monsieur, c'est juste après. Merci. Merci encore pour votre intervention. Très intéressant. Et encore bravo pour votre prix. Merci. A priori, amplement mérité. Je travaille dans le domaine de la cosmétique, de la beauté, parfum, donc ça me parle. Moins scientifique, mais un petit peu. J'avais 2 questions, on va dire. Une concernant... j'ai remarqué autour de moi les gens qui sont plus ou moins sensibles au parfum. Et on m'a dit qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus réceptifs. Donc je voulais savoir, dans notre composition corporelle, pourquoi certaines personnes sont beaucoup plus réceptives que d'autres au parfum en général. Et secondo, j'avais vu qu'il y avait Paco Rabanne qui était sorti avec un parfum qui était entre guillemets fait par des algorithmes avec l'intelligence, je crois, artificielle. Ça s'appelait Fantôme, il me semble. Donc, est-ce que vous, dans votre travail, dans votre domaine, vous êtes contacté par des sociétés de cosmétiques, on va dire, pour essayer de justement trouver le parfum qui va faire vendre des millions, comme a priori c'était le cas pour ce fameux parfum dont on a du mal à se souvenir du nom. Mais Fantôme. Ça a bien marché. Voilà, exactement. Alors, sur votre première question, sur les différentes perceptions, donc je vous ai dit, nos gènes peuvent conditionner la perception de certaines molécules. Là, on était sur un exemple dramatique, donc 2 odeurs différentes et une anosmie spécifique à cette molécule. Et en fait, c'est très présent. Il n'y a pas de pression génétique sur notre répertoire de récepteurs olfactifs. C'est-à-dire que vu que si des personnes avaient des mutations, donc sentaient différemment, elles survivaient quand même, elles se sont reproduites et du coup on est là. Voilà. Et du coup, c'est très possible que ces personnes ont des versions de récepteurs qui se lient aux molécules odorantes de façon beaucoup plus effective et du coup sentent ces molécules odorantes de façon plus intense. Il y a aussi beaucoup de paramètres physiologiques, donc le mucus olfactif. Donc c'est une couche de mucus qui recouvre la muqueuse olfactive, qui l'empêche de sécher, donc un peu comme les lèvres. Et en fonction de l'épaisseur de ce mucus, etc., ça peut aussi influencer la perception des odeurs. Et même au niveau du cerveau, donc je vous ai dit qu'il y a un bulbe olfactif. La taille du bulbe olfactif est différente entre individus et peut aussi avoir une influence. Donc c'est multifacteur. Je ne peux pas vous donner juste une réponse, mais voilà, c'est pour ça que certaines personnes sentent beaucoup mieux que d'autres. Et la deuxième, c'est donc sur l'intelligence artificielle, donc Paco Rabanne. Donc oui, je suis contactée par les entreprises d'aromatique et de parfumerie pour des projets, parce que en fait, comprendre comment une molécule odorante agit avec un récepteur, ça fait que aussi on peut peut-être développer des molécules odorantes qui vont bloquer ce récepteur. Donc c'est intéressant pour les mauvaises odeurs. On peut aussi développer d'autres molécules odorantes moins chères qui vont aussi dans cette cavité et qui du coup sont probablement la même odeur, donc ça aussi ça les intéresse. Et puis ces récepteurs ectopiques, donc il y en a partout, il y en a aussi dans la peau, donc ça peut aussi avoir de l'intérêt pour l'industrie cosmétique de comprendre ce que ces récepteurs olfactifs font. Monsieur. Oui, bonjour et merci Claire pour cette intervention brillante et qui pour moi aussi, comme pour le premier intervenant, était une petite séquence émotion puisque j'ai la chance d'accueillir Claire pour son Master 2 en boursin à Finzerbe chez Bell. Et j'en viens à ma question. J'étais intrigué, tu t'enthousiasmais des résultats des études que je ne connais pas de Google sur la prédiction de l'arôme, de la perception aromatique d'une molécule isolée et pas de mélange. Mais il y a quelque chose que tu as beaucoup développé, la réception avec l'image de la touche de piano, mais derrière la réception, il y a la description, la verbalisation, et on sait combien c'est compliqué, combien on est pauvre dans notre manière de décrire, autant notre sens visuel, on sait mettre des mots, des couleurs, des tailles, des formes, autant sur les molécules, on ne peut parler que par évocation, par comparaison. Et donc je me demandais comment on valide la pertinence d'un modèle de prédiction des arômes, sachant qu'un arôme, il faut l'associer à des mots. Et ça me paraît quelque chose d'un peu compliqué. En fait, je connais très bien Joel Menland, qui a travaillé avec Google, qui est un chercheur à Philadelphie, qui a travaillé avec Google sur ce projet.
Et je peux vous dire qu'il y a passé des années à essayer d'avoir des bases de données de descripteurs olfactifs. Parce que si je vous donne là une molécule, à vous tous, et que je vous demande d'écrire 3 mots dessus, je vous affirme que les 3 mots seront différents pour chacun d'entre vous. Donc c'est très très dur d'avoir des belles données de description de molécules odorantes. Si c'est la vanille, vous allez tous me dire vanille. Si c'est quelque chose de plus compliqué, avec des petites notes de concombre, des petites notes de pêche peut-être, et un peu crémeuse, là, faut être un petit peu formé pour pouvoir décrire ce type de molécules. Donc, il y a passé des années. C'est comme ça qu'il a fait. Voilà, il a accumulé énormément de données de description pour les molécules odorantes avec les mêmes personnes qu'il avait formées. Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir un set de données propres qui lui ont permis de les appliquer sur ces modèles de machine learning. Voilà. Monsieur. Vous avez évoqué la différence de sensibilité quant à l'odorat des humains. Et si je ne me trompe pas, les animaux ont aussi une capacité tout à fait spécifique à avoir des odorats extrêmement sensibles. Je ne sais pas s'ils sont très variés. Vous pourriez nous dire que si vous cherchez à raccorder un peu ce qu'on peut connaître des animaux quant à combien de notes de piano ont-ils dans leur répertoire ou autre, et comment l'extrême sensibilité qu'ont certains animaux à sentir quelques molécules qui se baladent dans l'atmosphère est comparable au minimum de sensibilité qu'a un être humain, par exemple. Enfin, quels sont tous les raccrochements qu'il peut y avoir entre les deux mondes? En fait, la réponse est simple. C'est-à-dire que nous, on a 400 touches et par exemple, l'éléphant, je crois, on a 1900. Voilà. Donc, c'est pas plus on est gros, plus on a de touches, parce que la souris en a 1300. Et le chien aussi, dans ces eaux-là, 1400. Donc c'est pour ça, ils ont un plus gros piano, ils peuvent faire plus d'accords et du coup sentir plus de molécules odorantes. Malgré tout, vu qu'on est humain et qu'on a un peu d'ego, il y a des chercheurs qui ont essayé de savoir quand même si on sentait aussi bien que les chiens. Parce qu'a priori, on serait plus mauvais en olfaction. Donc, un chercheur absolument fou de notre communauté qui s'appelle Noam Sobel, qui est très important, qui fait beaucoup d'études très intéressantes, a pris un poulet et là a passé une trajectoire sur la pelouse de son université et a bandé les yeux d'un chien, et il l'avait entraîné avant, et a demandé au chien à suivre cette trace. Et il a mesuré comment le chien arrivait à suivre cette trace. Ensuite, il a pris un arôme chocolat, il a fait la même chose. Il a pris un étudiant, il lui a bandé les yeux, et il lui a demandé de suivre la trace de chocolat. Et pareil, il a mesuré la déviation par rapport à la trace, etc. Et la conclusion de ça, c'est que les deux y sont arrivés. Et que l'humain avait probablement pallié son déficit en termes de perception olfactive par son intelligence. Donc si on a peu de récepteurs olfactifs, on a l'intelligence d'utiliser d'autres stratégies pour arriver à nos fins. Voilà. La recherche sur... Madame. Bonjour, merci pour l'intervention. J'avais une question, je voulais rebondir sur ce que vous évoquiez, le phénomène de nez bouché. Est-ce qu'on sait un petit peu les mécanismes qui sont derrière l'anosmie, la sensation de nez bouché qu'on peut avoir quand on est grippé, ou avec des cas plus extrêmes quand on avait le Covid? Oui, alors c'est des phénomènes différents. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut perdre l'olfaction. Avant le Covid, ce qui était le plus connu, c'était par exemple les gens qui ont un cou du lapin. Je vous ai dit que les neurones passaient dans des petits trous dans la boîte crânienne. Et ben le cou du lapin, en fait, ça casse les neurones. C'est comme des petits fils tout fragiles qui passent dans des petits trous. Et du coup, s'il y a un choc, les fils sont cassés. Donc les neurones sont cassés et il n'y a plus d'olfaction. Donc ça, c'est un cas d'anosmie c'était le cas d'anosmie qui était le plus courant. Dans le cas du rhume, où simplement vous avez le nez bouché, c'est juste qu'il n'y a plus de circulation d'air. Et du coup, il n'y a plus d'accès à votre cavité nasale, là où il y a les récepteurs olfactifs, et vous ne sentez plus. Le Covid, c'est encore différent. Donc il y a eu beaucoup de recherches, c'était assez intéressant dans notre communauté. Tout d'un coup, toute la communauté de l'olfaction mondiale s'est regroupée pour essayer de comprendre quels étaient ces phénomènes d'anosmie pendant le Covid. Et en fait, c'est les cellules qui supportent, donc juste avant ces trous là dans la boîte crânienne, il y a des cellules qui composent la muqueuse olfactive. Et c'est ces cellules-là qui sont attaquées par le Covid, qui meurent. Et du coup, les neurones ne sont plus supportés. Et c'était pour ça que les gens, a priori, perdaient l'olfaction.
Malgré tout, ce qui est intéressant avec ce système olfactif, c'est qu'on a des cellules basales qui sont capables de se différencier en neurones olfactifs, en cellules de l'épithélium. Et du coup, notre système olfactif peut se régénérer toute notre vie. Et c'est pour ça que les gens ont pu regagner l'olfaction. Le système olfactif s'est reconstruit. Mais on a eu ensuite les phénomènes de parosmie, où des personnes sentaient, par exemple, leur café, et le café n'avait plus du tout la même odeur. Ça sentait, pour beaucoup de gens, par exemple, le détergent, le produit à vitre. Donc, impossible de boire du café. Et ça, c'est a priori dû au fait que l'épithélium olfactif s'est reconstruit, mais mal. Les connexions sont plus bonnes. La touche qui devait faire un mi fait maintenant un la. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de phénomènes de parosmie. Et ce qui est très intéressant, et on ne comprend toujours pas forcément pourquoi, c'est que c'est sur les mêmes odeurs. Souvent, c'est sur la viande cuite, le café. Je ne sais pas s'il y a eu des personnes qui ont eu ça, mais ça complique un petit peu la vie à ces personnes-là. Et le moyen de retrouver l'olfaction, c'est l'entraînement. Parce que ce système se régénère plus vite si vous le stimulez. Donc, si vous sentez des odeurs, vous avez plus de chances de récupérer votre sens de l'olfaction. Par curiosité, est-ce que certains d'entre vous ont été touchés par une anosmie temporaire due au Covid ? Voilà. Ça a été rapide de récupérer l'odorat ? Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui choque. Moi aussi, ça m'est arrivé. Et on est complètement décontenancé. Et on sent qu'on perd quelque chose. On se rend compte que c'était un sens important. Madame, on a un peu plus de temps que d'habitude parce que la prochaine session est à 17h30. Donc, j'en profite pour vous laisser à loisir poser vos questions. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Je voulais juste avoir votre avis. Est-ce qu'il y a un lien entre l'olfaction et la mémoire ? Et auquel cas, est-ce que l'olfaction participerait à l'entretien de la mémoire ? Et du coup, pour aller un peu plus loin, par rapport à toutes ces maladies neurodégénératives, notamment l'Alzheimer, il y en a qui préconisent de sortir des gouttes de romarin, enfin je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça ? Alors, l'olfaction a complètement un lien direct donc, avec la mémoire, hein, c'est-à-dire que les souvenirs olfactifs sont très forts. C'est intéressant parce que, en même temps, c'est très fort. En même temps, si je vous demande de vous souvenir de l'odeur de votre café ce matin, vous n'allez pas pouvoir l'imaginer, très probablement. Il y a très peu de personnes qui peuvent faire ça. Si je vous dis de visualiser votre café ce matin, facile, vous le voyez. Le sentir, beaucoup moins. Donc, en même temps, c'est très lié à la mémoire. On sait par exemple que chez les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, l'odeur peut être un activateur très fort. Donc c'est là où on voit que tout d'un coup, ça réactive les souvenirs traumatisants. Et en même temps, on n'arrive pas à s'en souvenir. C'est bizarre. Donc il y a aussi beaucoup de recherches là-dessus pour mieux comprendre comment fonctionne la mémoire de l'olfaction. Ça a l'air d'être quand même un petit peu particulier. Et donc sur les patients Alzheimer, je vous ai dit que c'était la première chose qu'ils perdaient, ou au moins qui était beaucoup moins performant. Donc c'est un petit peu difficile de parier là-dessus, parce que du coup, ils se sentent moins bien. Malgré tout, dans les EHPAD, il y a aussi beaucoup de problèmes d'appétence chez ces personnes-là, c'est-à-dire qu'elles vont plus nourrir. Et ils ont vu que de diffuser des arômes de crêpes, par exemple, au moment du repas, ça a tendance à pousser les personnes à retrouver l'appétit. Donc voilà, il faut peut-être des odeurs un petit peu plus fortes, mais oui, les odeurs sont utilisées dans ces maladies neurodégénératives, mais pas, je ne pense pas de la manière dont vous imaginiez. Non, a priori, il n'y a pas de thérapie de l'olfaction dans les cas des maladies neurodégénératives. C'est plus pour le diagnostic, vraiment. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez dire deux mots sur la persistance des odeurs ? Pourquoi certaines nous restent dans le nez pendant très longtemps ? Vous parliez de certaines molécules qui vont désactiver d'autres molécules. Voilà. Quels sont les mécanismes qui... En fait, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous entrez dans une pièce qui sent très mauvais, au bout d'un moment, vous ne sentez plus. C'est aussi un petit peu. A priori, ça sent toujours, mais vous ne le sentez plus. C'est parce que les récepteurs olfactifs, ils s'activent, ils activent les neurones, et un neurone ne peut pas être tout le temps activé. Donc, à un moment, le récepteur olfactif va s'internaliser dans le neurone, et vous allez arrêter de sentir cette odeur en particulier. Donc c'est ça le phénomène d'habitude. Et il y a effectivement des odeurs qui vous restent dans le nez, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième mécanisme dans votre mucus, là, cette couche d'eau que vous avez. Les molécules elles vont se dissoudre et puis elles vont y rester.
Mais il y a des enzymes, donc des protéines qui vont un peu manger, on va dire détruire ces molécules odorantes. Et c'est très possible, même si c'est une hypothèse, il n'y a pas de recherche là-dessus, que sur ces molécules qui sont persistantes, les enzymes sont beaucoup moins efficaces pour nettoyer le mucus. Et du coup, les molécules sont toujours là et peuvent toujours réactiver les récepteurs olfactifs une fois qu'ils reviennent, etc. Alors, on va prendre une dernière question. Une avant-dernière, on me fait signe devant. Ok. D'accord. Ça joue. Alors, d'abord, madame. D'accord. Alors, déjà, merci beaucoup pour votre présentation et félicitations pour votre prix. Merci. Au cours de vos études, est-ce que vous êtes intéressé à la quantification de la perception des odeurs? Et si oui, ou alors par quelle méthode? Est-ce que quand vous parlez de quantification, c'est décrire les odeurs avec des descripteurs olfactifs? Qu'est-ce que vous entendez par quantification? La quantification plus ou moins forte d'une odeur. Donc c'est son pouvoir, c'est-à-dire que si je mets la même quantité de deux molécules, pourquoi il y en a une qui sent beaucoup plus forte que l'autre? Oui, par exemple. D'accord. Alors ça, c'est certainement codé dans ce piano. C'est-à-dire que alors, la vraie réponse, c'est on ne sait pas. Mon hypothèse là-dessus, c'est qu'il y a certaines touches de ce piano qui sont beaucoup plus fortes que les autres. C'est-à-dire qu'il y aurait des récepteurs, à mon avis, qui seraient responsables de l'intensité des molécules et que si une molécule odorante va activer ce récepteur, sa perception sera forte. Mais encore une fois, c'est une hypothèse. Parce que les molécules qui ont des odeurs très intenses ont aussi des structures extrêmement variées. Voilà. Ça peut être de toutes petites molécules soufrées. Vous connaissez les odeurs de soufre, c'est celle par exemple qu'on ajoute au gaz de cuisine. C'est pour ça qu'on l'ajoute, c'est parce qu'elle est très forte et qu'on la détecte tout de suite. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grandes. L'androstéone par exemple, pour moi ça sent extrêmement fort. Voilà. Monsieur, la dernière question. Oui, vous parlez du fait que vous vous rapprochez des sociologues pour vos travaux de recherche. C'est assez intriguant. Vous vous attendez à trouver quoi ou quels sont vos axes de recherche dans ce domaine? En fait, nous, humains, on communique quand même avec les odeurs. Par exemple, l'anosmie, j'ai rencontré une femme qui était anosmique de naissance, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais senti les odeurs. Et tout d'un coup, c'est revenu. On ne sait pas pourquoi. Elle est étudiée, il y a des médecins qui s'occupent d'elle. Mais elle me disait que dans ses interactions avec les gens, tout d'un coup, elle faisait des liens hyper vite avec une personne qu'elle venait de rencontrer et qu'elle s'est aperçue a posteriori que en fait, c'était parce qu'elle les sentait. C'est-à-dire que c'est important. Il y a aussi un phénomène où quand vous serrez la main à quelqu'un, vous allez la porter à votre nez. Vous verrez, vous faites une petite étude. Si vous serrez la main de quelqu'un, il y a une grande chance qu'après, vous la portez à votre nez. Et peut-être que du coup, inconsciemment, vous l'échantillonnez. Voilà. Pas directement devant lui, quand même. On sert. Ouais, moyen. Ouais. J'ai pas envie de le revoir, là. Je le sens pas, celui-là. Je le sens pas. Donc ça, c'est Noam Sobel. Je l'appelle le chercheur fou parce que c'est lui qui va chercher toutes ces choses-là. Et par exemple, très récemment, j'ai travaillé avec lui sur l'odeur des larmes émotionnelles. C'est-à-dire qu'ils ont fait sentir des larmes émotionnelles de femmes à des hommes et ils se sont aperçus que l'agressivité de ces hommes diminuait. Et on ne leur disait pas, tiens, c'est des larmes sans, est-ce que tu te sens moins agressé? C'est qu'ils ne savaient pas. On leur a donné 2 flacons transparents. Et quand c'était le flacon avec les larmes qui est inodore, l'agressivité de ces hommes était beaucoup moins forte qu'avec l'autre échantillon. Ça va être diffusé à l'Assemblée nationale, vous dites, pour calmer les débats. Ça fait beaucoup de larmes à collecter quand même. Et du coup, moi, j'ai injecté ces larmes sur ces cellules pour essayer de trouver les récepteurs olfactifs qui étaient activés, mais qui du coup n'engendraient pas de sensation olfactive consciente. Et du coup, j'ai trouvé quelques récepteurs olfactifs qui étaient effectivement activés. Donc c'est sur ce type d'études où je trouve ça hyper intéressant. Et il y a plein de phénomènes comme ça qui restent à étudier. Qui sont pas mal caractérisés chez le règne animal, mais pas du tout étudiés chez l'humain, parce qu'il est beaucoup plus subtil. Et voilà, donc c'est sur ce type d'interaction que j'aimerais travailler. Eh bien, on attend la sortie dans le commerce de Apaisement de Mâle, le parfum qui servira à nous apaiser, nous. Elle y travaille. Bravo, je crois qu'un tonnerre d'applaudissements pour Claire Demarque. Et c'est bien mérité. On se retrouve à 17h25 pour parler données de santé, à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. À tout à l'heure.